si on ne les connaît pas, nos limites, comment on peut les mettre? Le prochain aidant va être pris à faire des tâches qu'il déteste ou dans lesquelles il n'est pas à l'aise, puis ça va se refléter éventuellement sur la relation entre l'aidant et l'aidé. Donc, ils se retrouvent dans une situation où ils doivent prendre soin de leurs jeunes enfants, de leurs parents dans le besoin. Puis en plus de tout ça, il y a ces gens-là travaillent, oui. La notion de plaisir, de liberté, qu'on a du temps disponible, puis on veut le donner. C'est un peu... C'est un peu chercher le why, hein, le pourquoi, la raison fondamentale. Pourquoi on fait ça? C'est le cœur, tu sais, on ne le cachera pas, c'est les émotions. Discussion de corridor est un balado qui vous plonge dans les coulisses du monde de la santé et des services sociaux. Ici, les discussions sont riches et vous ouvrent de nouvelles perspectives. À travers des entretiens francs avec des experts, des praticiens et des usagers, nous explorons les réalités diverses qui nous touchent toutes et tous comme êtres humains. Préparez-vous à plonger dans un univers sans frontières où chaque sujet est exploré en profondeur. Voici Discussion de corridor, le balado. Notre espérance de vie a atteint des sommets. On n'aura jamais vécu aussi longtemps, du moins en Amérique du Nord. Mais vivre longtemps n'égale pas forcément vivre longtemps et en santé. Longévité peut rimer avec maladie chronique, perte d'autonomie, déclin cognitif, isolement. Et derrière les personnes qui ont un besoin particulier ou qui sont face à un vieillissement soutenu, souvent il y a une fille, un garçon, une amie, une collègue, un parent qui est là pour accompagner, pour écouter, pour aimer, pour prendre des rendez-vous, gérer l'agenda. Aujourd'hui, au podcast, on accueille Steve Ménard, responsable de l'organisme L'Appui. Bonjour Steve. Bonjour, ça va bien? Ça va bien toi aussi? Oui, très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation pour venir discuter avec nous d'un phénomène qui risque d'être de plus en plus présent dans notre société, notamment avec le vieillissement de la population. Je commencerai d'entrée de jeu avec une phrase que tu as dite qui m'a beaucoup marquée. Ça va comme suit. Il y a 4 types de personnes. Ceux qui ont été proches aidants, ceux qui sont proches aidants, ceux qui seront proches aidants et ceux qui ont des besoins. Oui, c'est une citation de Rosalynn Carter, une ex-première dame des États-Unis. Puis moi, cette citation-là m'avait beaucoup accroché parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que la proche aidance, ça touche tout le monde. Mm-hmm. Oui, présentement, au Québec, il y a une personne sur 3 qui est proche aidante. Mais dans notre trajectoire de vie, on va tous être appelés un jour ou l'autre à être proche aidant, que ce soit de façon temporaire ou permanente. On a tout un frère ou une sœur, un parent, un ami, un voisin, un conjoint, une conjointe qui, à un moment donné, pourra vivre des difficultés dans sa vie, physiquement, psychologiquement, puis qu'on va pouvoir leur apporter du soutien, de l'aide. Donc, la proche aidance, finalement, c'est un enjeu qui va toucher tout le monde au niveau de la société. Tu dis, Steve, une personne sur 3. Si on compare ce chiffre-là à hier versus demain, est-ce que ça ressemble à quoi le portrait? Ça augmente? Oui, c'est en croissance. En fait, là, il y a 5 ans, on parlait d'une personne sur 4 qui était proche aidante. C'est sûr que ça fait du sens avec le vieillissement de la population. On est en plein dedans présentement. Donc, c'est sûr que il y a vraiment une augmentation marquée au niveau de la proche aidance. On estime que ça va durer encore 5 à 10 ans, étant donné qu'on est dans le boom du vieillissement de la population. Mais assurément, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très présent là, dans notre société actuellement. Là. On parle justement du vieillissement de la population, donc on comprend qu'il y a quand même une bonne proportion des proches qui sont aidés, des proches aidants qui concernent des personnes peut-être un peu plus âgées, mais il y a toutes sortes d'autres situations de cas où on peut se retrouver. Oui, exactement. Alors, en ce moment, on parle d'à peu près 60% qui, c'est des gens qui prennent soin d'un parent vieillissant. Mm-hmm. Mais on a aussi des parents d'enfants à besoins particuliers, handicapés. On a tout l'aspect aussi cancérologie. Hein. Aujourd'hui, on le voit, là, les cancers nous arrivent de plus en plus jeunes. Tout le côté aussi, quand on parle d'incapacité temporaire, ça peut être un AVC, ça peut être un accident de la route, ça peut être qu'on a une chirurgie puis on a une période de récupération X, Y, Z. Donc, ça peut toucher tout type de proche aidance, oui. Ça fait en sorte que ça peut arriver aussi peut-être plus rapidement que ce à quoi on s'attendait au départ. Là. Tout à fait. Ouais. Ce que les gens sont en train de prendre conscience, en fait, c'est que avant, justement, on se disait, mes parents sont encore jeunes, j'ai encore du temps devant moi, mais il faut arrêter de penser de cette façon-là parce que la proche aidance n'a pas d'âge. Donc, ça peut être demain que notre enfant de 10 ans a un diagnostic de leucémie, puis notre vie bascule du jour au lendemain et on devient proche aidant.
Ça peut être que notre conjoint, on découvre qu'il est atteint d'Alzheimer précoce à 42 ans. Il y a plein d'éléments qui peuvent survenir dans notre vie qui fait que la proche aidance va se pointer plus tôt que prévu, là. Comment on se prépare à ça? Est-ce que c'est un peu comme un couple? Est-ce qu'on peut se dire que c'est quand ça va bien qu'il faut en discuter, essayer d'établir un peu les balises? C'est une excellente question, ça, Vanessa. Je trouve ça chouette qu'on puisse l'aborder, en fait. C'est que de plus en plus, ce qu'on conseille aux gens, justement, c'est de se préparer à ce rôle-là. Hein? On fait nos préarrangements funéraires maintenant. On fait des contrats prénuptiaux pour se protéger si un jour la bisbille prend dans notre couple. Bien, c'est un peu la même chose au niveau de la proche aidance. C'est bien de pouvoir le planifier à l'avance, de se dire, bon, ben si demain il m'arrive quelque chose, qui autour de moi sera en mesure de prendre soin de moi et qui sera à l'aise d'occuper ce rôle-là aussi. Parce que, des fois, on peut tout bêtement identifier, dire, bon, moi, mon frère va sûrement s'occuper de moi, ma nièce aussi. Puis là, arrive un événement, puis finalement, aucun des deux est à l'aise dans ce rôle-là. Ou la nièce est rendue qu'elle étudie au Japon. Le frère est rendu à Vancouver. Donc, moi, je suis démunie, qu'est-ce que je fais? Donc, de se préparer à ça, puis d'identifier un peu des personnes clés qui pourraient être impliquées auprès de nous comme personnes proches aidantes, ça peut être aidant aussi. De réfléchir justement au niveau de soins, si, mettons, il m'arrive quelque chose. C'est toutes des choses qui sont intéressantes à préparer à l'avance. Ça évite les surprises, puis ça fait en sorte que même pour une famille, c'est sécurisant aussi de savoir comment les choses vont se dérouler s'il arrive un événement. Est-ce qu'il existe des outils, je sais pas, des documents? Il me semble que ça doit être un peu spécial au souper le dimanche, d'arriver d'introduire la discussion. Faut avoir un sujet, il faut avoir une discussion importante, là. Non, malheureusement, il n'y a pas de fameux formulaire encore disponible à ce sujet-là. Il faut y aller là, vraiment en discutant ouvertement puis en communiquant avec les gens autour de nous. C'est la meilleure façon, du moins que tout le monde soit au courant de nos souhaits et désirs si jamais on doit avoir quelqu'un qui s'occupe de nous. Puis ça permet d'aborder différents scénarios aussi, de voir dans quel contexte on est, les limites aussi en tant que personne, là, qu'est-ce qu'on serait prêt à faire ou non. Je pense que ça permet d'amorcer une réflexion que, honnêtement, avant d'en parler ici, j'aurais pas pensé nécessairement réfléchir dans un contexte éventuel de proche aidance. Fait que, je pense que c'est intéressant. Puis il n'y a pas d'âge là, pour se dire, prenons un temps puis discutons-en avec nos proches. Là. Clairement. Il n'y a pas une espèce de tabou aussi où... de façon naturelle, on ne veut pas trop déranger, on est très indépendant. Je pense aux parents versus l'enfant, tu ne veux pas nécessairement, est-ce qu'il y a un peu d'ego, d'orgueil derrière tout ça, ou tu ne veux pas que ton enfant ait à prendre soin de toi plus tard? Ça ramène à la fameuse notion aussi en proche aidance de mettre ses limites. Si on ne les connaît pas, nos limites, comment on peut les mettre? Fait que d'y réfléchir préalablement puis de dire, exemple, quand mon parent va être vieillissant, est-ce que je vais être à l'aise de faire un soin d'hygiène? Est-ce que je vais être à l'aise d'aller dans cette intimité-là avec lui ou avec elle? L'autre exemple, ça peut être la gestion financière. Est-ce que j'ai les capacités de faire ça? Ou est-ce que je suis mieux de réfléchir à quelqu'un d'autre dans ma famille qui, lui, pourrait prendre ce mandat-là? Parce que c'est moi, gérer l'argent, ça n'a jamais été ça n'a jamais été ma force. Ça me brûle entre les mains. Donc, on fait ça de quelqu'un d'autre. Donc, c'est important de réfléchir à ces fameuses limites-là pour être en mesure, justement, le moment venu, de les appliquer. Parce qu'on le voit beaucoup au niveau de la proche aidance, les gens se lancent dans ça, les yeux fermés, ils prennent pas le temps de réfléchir à ce qu'ils sont à l'aise de faire, ce qu'ils ont envie de faire. Puis, des fois, on va se retrouver dans des situations que le proche aidant va être pris à faire des tâches qu'il déteste ou dans lesquelles il n'est pas à l'aise. Puis, ça va se refléter éventuellement sur la relation entre l'aidant et l'aidé. Parce que ça me fait réfléchir à ce que tu es en train de nommer. Quand tu débutes, peut-être comme proche aidant, c'est peut-être pas si prenant. Ton proche a peut-être une certaine condition de santé qui nécessite peut-être un rendez-vous ou deux, mais éventuellement, la condition de santé peut changer. Puis là, tu te retrouves à être très engagé dans le processus de proche aidant. Puis là, j'imagine que c'est là aussi que tu peux découvrir certaines limites parce que tu savais pas que ce rôle-là allait évoluer à ce point-là. Il y a une question de ressources aussi. Je pense entre autres à ce qu'on appelle, je crois, la génération sandwich, là, où les gens qui ont eu des enfants peut-être un peu plus tard dans leur vie, donc ils se retrouvent dans une situation où ils doivent prendre soin de leurs jeunes enfants, de leurs parents dans le besoin. Puis en plus de tout ça, il y a ces gens-là travaillent, les nombreux rendez-vous médicaux des enfants. Comment on balance tout ça? On parle de conciliation travail-famille, il y en a, on ajoute à ça / proche aidance. Donc, ça devient quand même difficile à jongler dans tout ça.
Puis, on constate également que cette génération sandwich-là, ils n'ont pas le temps nécessaire à consacrer à leurs parents vieillissants et tout. Donc, cette génération-là va être plus encline à aller chercher de l'aide, à nommer les choses, à en parler avec leur médecin, à faire des recherches auprès des organismes communautaires parce qu'ils doivent être en mode solution. Le temps manque. Tu sais, quand on dit, on part travailler le matin, il faut aller porter les enfants à la garderie, on travaille jusqu'à 5 heures, on va rechercher les enfants au centre de jour, là, on vient à la maison, c'est les devoirs, c'est le bain, c'est ici, c'est ça. S'il faut ajouter à ça 5-6 rendez-vous médicaux dans la semaine, aller donner 2 bains aux parents, aller faire leur épicerie, les accompagner à telle place. L'équation ne balance pas. Puis, oui, c'est ça, l'élastique, il va s'étirer puis il va éclater. Là. Est-ce qu'il y a une zone un peu plus problématique, une tranche d'âge, disons, où c'est plus difficile de pouvoir être proche aidant pour les raisons que tu viens d'énumérer? Bien, ce qu'on constate, c'est vraiment la tranche d'âge de 35 à 50 ans. OK. Où est-ce que là, les gens sont encore sur le marché du travail. Mm-hmm. C'est autant difficile pour un parent vieillissant que pour prendre soin d'un enfant à besoins particuliers. C'est vraiment la période où est-ce que c'est le plus difficile de jongler avec toutes les responsabilités, avec tout ce que ça implique au niveau de temps aussi. Parce que les proches aidants qui ont en haut de 50 ans, 60 ans, bien, souvent, ça va être des retraités, des jeunes retraités. Donc là, ils vont avoir du temps à consacrer. Fait que souvent, même, ça va leur permettre de rester actifs, de se sentir utiles. Donc, pour eux, ça va être plus bénéfique. Mais quand on regarde la génération qui sont encore sur le travail, qui ont des enfants, c'est toujours plus compliqué, là, jongler tout ça. Là. Quand tu parlais de services, là, à quoi on peut penser? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme soutien ou accompagnement, justement? Il y a plein de choses, en fait, parce qu'un proche aidant peut faire différentes tâches pour son aidé. Ça peut être des soins d'hygiène, ça peut être préparer des repas, ça peut être aller faire des commissions à l'épicerie, ça peut être aller chercher les médicaments en pharmacie, accompagner chez le médecin, ça peut être faire de l'entretien ménager dans la maison, aider à s'habiller, aider à se coucher. Mais ça, c'est toutes des choses aussi qu'on peut aller chercher en service, soit au niveau du CLSC, soit au niveau des organismes communautaires ou aussi au privé, si on a les moyens. Une combinaison de services, finalement. Oui, exactement. Puis ce qui devient intéressant à ce moment-là, c'est que ça va permettre au proche aidant de déléguer certaines choses, puis de pouvoir justement avoir plus de temps pour lui, puis d'être un proche aidant qui va durer dans le temps, donc parce que la notion d'épuisement, elle va être tassée loin derrière. Donc, c'est des choses qu'on peut facilement aller chercher là, au niveau communautaire, au niveau du CLSC aussi, et au niveau privé, évidemment. Ça ressemble à quoi le portrait de la proche aidance dans la région? C'est quoi les situations types, disons, les plus fréquentes où on voit un aidé avoir besoin d'un proche aidant? Puis ça dure combien de temps en moyenne? Bien, en moyenne, ce qu'on a sorti, c'est intéressant que vous en parliez, on a fait un portrait l'an passé, en 2025, on a fait un portrait des services aux proches aidants, puis un portrait de situation aussi. Puis ce qu'on constate, c'est qu'il y a à peu près 63 000 personnes proches aidantes au Saguenay-Lac-Saint-Jean en ce moment. C'est beaucoup. 63 000? Oui. Puis ce qui ressort aussi, c'est qu'en moyenne, ces gens-là donnent entre 10 et 18 heures de soutien à une personne de leur entourage. Par semaine? Par semaine, wow. En moyenne. C'est un travail à temps partiel, littéralement. Exactement. Fait que c'est quand même assez étonnant. Ce qu'on observe, c'est que ce qu'on voit de plus en plus, on le sait maintenant, on va à l'hôpital pour une chirurgie, on ressort 3-4 heures plus tard. Puis ça vient avec un petit dépliant pour l'accompagnateur pour dire, pendant 2 jours, vous allez changer les pansements, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Fait que ça, c'est une forme de proche aidance. Fait que ça, on en voit de plus en plus par rapport à ça, parce qu'on reste moins longtemps là, en rétablissement à l'hôpital. Puis au niveau de la région, ce qu'on voit vraiment, la majorité, c'est proche aidant d'une personne vieillissante. OK, principalement. Oui. Au niveau là, des parents d'enfants à besoins particuliers, ça représente un 8 à 10 %. Là, quand tu investis 15, 18, 20 heures pour aider un proche, j'imagine que ça vient avec des défis d'énergie. Est-ce qu'il y a des défis financiers aussi? C'est un peu tabou de parler de ça quand c'est des gens près de toi, quelque part, tu ne veux pas associer l'argent à tout ça, mais oui, dans le contexte actuel... C'est très tabou, puis je trouve ça intéressant qu'on aborde le sujet parce que je vais donner l'exemple très simple de quelqu'un qui est pas nécessairement favorisé dans la vie, fortuné. C'est ça, son budget il est fait en conséquence et tout ça, puis que là, du jour au lendemain, il doit aller souvent visiter quelqu'un pour faire des tâches et des choses comme ça. Aujourd'hui, avec le prix de l'essence, ça peut faire en sorte que cette personne-là va s'appauvrir pour assumer son rôle. Puis cette personne-là, est-ce qu'elle va être à l'aise de dire à son aidé, de dire,
je prends soin de toi, ça me fait vraiment plaisir, mais là, tu sais, financièrement, ça devient difficile pour moi. Tu sais, est-ce que tu pourrais contribuer? Ouais, c'est délicat. C'est très délicat. Puis, tu sais, des fois, c'est des personnes qui sont vulnérables, au niveau cognitif, tu sais, bon. Fait que c'est un sujet qui devient très, très difficile à aborder dans la diade aidant-aider quand l'argent commence à poser problème. Parce que oui, il y a de l'appauvrissement, c'est sûr. Tu sais, une journée que tu dois accompagner un proche à un rendez-vous médical, puis que tu t'absentes du travail, ben si ta banque de congés payée est à zéro, ben je veux dire, c'est à tes frais là, que tu manques ta journée de travail. Mais là, tu sais, ce que c'est de dire, ben ma tante, tu veux-tu me rembourser le 300$ de salaire que je perds aujourd'hui pour t'accompagner? Tu sais, donc, c'est très délicat comme situation. Ça fait partie aussi des éléments qu'on pourrait discuter à l'avance, ça, les coûts financiers reliés aux proches aidants. C'est moins délicat, je pense, d'en discuter quand on a une discussion en amont que lorsqu'on est dans la situation. Oui. Assurément. Puis j'ose imaginer que ça doit inciter des chicanes de famille aussi quand on parle plus de contrôle, d'accompagnement, de vision, d'argent. On sait qu'il y a des discordances, exemple, on vend la maison des parents, ils s'en vont à RPA. Bon, ben là, on vend la maison, il faut la vendre au meilleur prix possible. C'est tout le paquet de souvenirs associés à la maison. Puis là, en RPA, ben il y en a différentes RPA avec différents niveaux de services, différents niveaux de commodité, de confort. Donc, tu sais, des fois, ben, il y a dans des familles qui vont être plus nombreuses, ben, on va dire, ben là, ils n'ont pas les moyens d'aller là. Là, c'est trop cher, il nous en restera plus quand il va décéder. Faut prévoir que aussi, ben, qu'à un moment donné, le niveau de soins peut augmenter, puis les frais vont augmenter. Fait que c'est énormément de planification financière quand on vient le moment de s'occuper de nos parents vieillissants qui s'en vont à RPA parce que après ça, il y a RPA. Après ça, il peut y avoir ressources intermédiaires. Après ça, il peut y avoir CHSLD. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut prévoir. Les montants alloués pour chaque année peuvent être en augmentation jusqu'à la fin de leur jour. Donc, encore là, c'est toutes des discussions à avoir en famille, puis d'où l'importance d'établir un budget, puis que les choses soient claires aussi. Est-ce qu'on veut que nos parents soient bien jusqu'à la toute fin de leur vie, ou est-ce qu'on veut que l'argent nous revienne à nous, tu sais? Ça, c'est des éléments qu'on constate quand même assez souvent aussi là, dans des familles qui posent problème, qui causent des conflits. Oui, parce qu'ils peuvent avoir des différentes visions par rapport à ça en fonction de la personne. On parle de défis. J'imagine qu'un autre défi, là, on parle justement du proche aidant, mais ça peut être l'aidé aussi qui ne désire pas nécessairement changer de milieu de vie. Tu y faisais référence. Là. Ça aussi, ça peut mettre une certaine pression peut-être sur le proche aidant et ce qui va l'amener justement à continuer à pousser ses limites là, dans ce rôle-là. Bien, tu sais, on ne se le cachera pas. Là. C'est rare qu'une personne du jour au lendemain, va dire « Hey, moi, sais-tu, je suis prêt. Je suis prêt. Moi, là, j'ai le goût de m'en aller en CHSLD. Ouais. Tu peux continuer ta vie. Envoie-moi là. Je vais faire mes affaires. Ça va être bien correct. » Ça se passe jamais comme ça. Malheureusement, la décision est toujours prise soit par la famille, soit par le proche, soit par le travailleur social, le médecin ou des choses comme ça. Ce qui fait en sorte que pour l'aider, c'est très difficile parce qu'il est contraint de s'en aller là malgré lui. C'est pas sa décision. Quand c'est un aidé qui habitait avec son conjoint ou sa conjointe, c'est une séparation physique qui arrive. Fait que c'est très difficile. Puis des fois, ben, on constate aussi au niveau de la personne proche aidante, ben, il y avait eu une promesse qui avait été faite. Je vais te garder avec moi jusqu'à la toute fin, je te placerai jamais. Mais c'est pas nécessairement possible. Non, c'est ça, exactement. La volonté est là, l'humanité est là, l'amour est là, mais physiquement, ça peut ne plus être possible. Ça peut être que le cas est rendu trop lourd aussi. Donc, il y a cette rupture de promesse-là aussi. Donc, il y a une culpabilité qui embarque. Fait que c'est pas évident ni pour le proche aidant ni pour l'aider. C'est quoi les principaux défis que les proches aidants rencontrent dans leur épisode d'accompagnement? J'imagine que vous devez entendre parler de certains témoignages, de patterns un peu classiques qui se reproduisent. Il y a beaucoup de choses qui reviennent tout le temps, la fameuse culpabilité. Hein, le proche qui dit « J'en fais déjà beaucoup, mais on dirait que j'en fais pas assez. » Il y a toute la question, la notion de reconnaissance et d'auto-reconnaissance, de dire hey, « J'en fais tellement pour ma mère, mais jamais satisfaite. C'est jamais assez, il faudrait que j'en fasse plus. » Il y a aussi toute la notion de j'ai mis en place des services pour me libérer un peu, mais mon proche, il n'est pas content. Il accepte pas ça. Oui, il va me dire je préférais quand c'était toi, je veux plus voir cette personne-là. Des fois, il y a un peu de manipulation, de chantage émotif qui embarque là-dedans. Fait que le proche aidant, il a à conjuguer avec ça, de mettre ses limites aussi.
être capable de dire non, être capable de se faire passer en premier aussi des fois, de dire, ben OK, mardi, là, j'avais une activité de loisir qui est prévue. Fait que, tu sais, mardi, c'est telle autre personne qui va venir passer du temps avec toi à la place, qui va venir s'occuper de toi parce que je m'accorde ce moment-là pour moi. Mais ça, là, ce que je viens de dire là, un prochain aidant qui va dire ça, tu sais, pour nous, on fait « Ah, mon Dieu, alléluia, il a compris », mais c'est pas ça la vraie vie. Tu sais, le prochain aidant, lui, ce qu'il va faire, c'est que plutôt que de demander à quelqu'un d'autre de prendre son rôle temporairement, il va annuler. Il y a un danger de surinvestissement à ce moment-là. Oui, absolument, absolument. Puis de solitude aussi. On dirait que. L'isolement, solitude, détresse psychologique, hein, parce que, tu sais, là, on se rend compte du jour au lendemain, tu sais, ça s'installe progressivement la prochaine aidante. Ah, ben, OK, je ne vais plus prendre mon café le mardi, je ne vais plus au bowling le dimanche, tu sais, j'ai moins de temps pour mes petits-enfants. Je me rends compte que des fois, j'ai des invitations, mais je suis tellement fatiguée parce que j'en fais beaucoup que je me sens pas l'énergie d'y aller. Fait que ça, c'est toutes des petites choses qui s'installent tranquillement. Puis que le prochain aidant, des fois, il n'en est pas conscient. Puis qu'un jour, ben, on frappe un mur. Il y aurait besoin de soutien. On faisait le parallèle tout à l'heure avec la parentalité. Puis souvent, on tombe déjà dans ces patterns-là lorsqu'on accueille des jeunes enfants dans notre vie. Hein. Quand on prend soin d'un individu, on s'oublie un peu naturellement. On a tendance à s'oublier. Absolument. On le voit les premières années, les parents, ils ne demandent pas avec personne à garder. Ils veulent être avec leur enfant tout le temps et tout ça. Ben, c'est un peu ça aussi. Hein. Le prochain aidant, lui, qui s'occupe d'une personne, il se valorise beaucoup avec ce rôle-là. Hein. Ça lui donne un sentiment, il se sent utile, mais il ne faut pas qu'il se sente indispensable. C'est là la nuance. Donc, le prochain aidant, ben, s'il se sent indispensable, il va s'investir corps et âme dans son rôle, puis peu importe si les gens vont lui proposer de l'aide, du soutien, ben, il ne sera pas apte à l'accueillir, cette aide-là, ce soutien-là, parce que dans sa tête à lui, c'est son rôle à lui de faire ça, puis il n'y a personne d'autre qui peut le faire. J'imagine que c'est dur à déconstruire, cette pensée-là, quand on la vit aussi, parce que ce sentiment-là, quand je pense que c'est peut-être différent quand dans une famille, tu as plusieurs personnes qui sont disponibles pour soutenir, l'aider, mais quand tu es le seul proche qui peut accompagner là, son parent. Là, prenons l'exemple d'une personne âgée. Là. Quand tu es le seul proche, nécessairement, tu te sens responsable. Ça doit être difficile de déconstruire ça. Tout à fait. Puis c'est là que c'est important, même si on est le seul, de s'entourer. Quand je parle de s'entourer de gens avec qui on peut en parler, d'aller chercher du soutien psychosocial, d'aller chercher des services. C'est là qu'on va pouvoir justement prendre ce rôle-là et être capable de durer dans le temps. Parce que si on est seul à tout faire, à tout assumer, c'est pas viable à long terme. Fait que c'est sûr que là, la décision de, exemple, en s'en aller en RPA, s'en aller en ressources intermédiaires ou en CHSLD, va peut-être arriver plus tôt dans la trajectoire parce que le proche, bien, tout repose sur lui, il va avoir peut-être moins de capacité au niveau de son énergie et tout ça, de pouvoir assurer ce rôle-là longtemps. Donc, oui. Concrètement, comment on fait pour établir des limites, les respecter, les communiquer à son proche, à la personne aidée? C'est encore là, tantôt on parlait de la planification. Hein, ben c'est le genre de choses que moi j'inviterais aux gens de parler avant que ça arrive, d'en discuter, de nommer les choses, parce que c'est plus facile d'en parler quand on n'est pas dans la situation. Hein, parce que là, il n'y a pas la peur du jugement, la discussion est ouverte, on n'est pas dans l'émotion non plus, on n'est pas dans l'urgence. Donc, de nommer les choses, d'en parler ouvertement, ça peut être très, très, très bénéfique pour la suite des choses. Parce que quand la prochaine aidance arrive, ben oui, des fois, ça s'installe tranquillement, puis le niveau d'aide ou de soins va grandir dans le temps, mais des fois, ça arrive aussi de façon impromptue, où est-ce que là, tu sais, lundi, notre vie, c'était ça, puis mardi matin, c'est autre chose, là. Exact. Donc, des fois, ça doit être difficile de tout planifier aussi, au sens où on ne sait pas forcément où on va être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, quel défi notre vie nous réserve personnellement également. Tout à fait. Est-ce que on voit là, de plus en plus, en tout cas, je ne sais pas si c'est en augmentation, mais du moins, on voit beaucoup de concepts de bigénération, de parents qui vont rejoindre leurs enfants, ils ont un logement, une section dans la maison réservée à eux. Est-ce que c'est facilitant dans une situation de proche aidance et de vieillissement? Oui, absolument. C'est sûr que comme dans n'importe quoi, hein, ça a du positif et du négatif. Encore là, les processus bigénérationnels, il faut que ce soit d'une décision commune. Il faut que ça soit fait pour les bonnes raisons. Il ne faut pas que ça soit fait pour des raisons financières, évidemment, parce que si c'est fait juste pour l'accommodement financier,
ben c'est pas viable à long terme. C'est sûr qu'il va arriver des événements, des chicanes ou des choses comme ça. Encore là, on parlait de notion de limite. C'est important de mettre les limites aussi. OK, maintenant, on va vivre sous le même toit. Tu sais, vous allez avoir votre espace, nous, on a notre espace. Mais encore là, tu sais, est-ce que vous pouvez traverser quand vous voulez? Le fonctionnement, ben, c'est là, ça, exactement. Fait que, tu sais, tout ça, c'est important. Puis c'est important aussi d'établir, ben OK, là, vous venez rester là. Jusqu'à quel niveau on va s'occuper de vous? Tu sais, parce qu'à un moment donné, il peut arriver un moment où est-ce que la condition de santé des parents vont changer. Puis que là, rester à domicile, même s'ils sont proches, ça peut devenir plus difficile et tout ça. Fait que faut faire comprendre aussi aux parents que c'est pas parce qu'on fait un bigénération aujourd'hui que vous allez mourir là, tu sais, que ça va être viable jusqu'à la toute fin. Donc, ça encore là, c'est des choses qu'il faut en parler, puis il faut que tout le monde soit d'accord de comment ça va fonctionner. C'est comme ça que c'est viable et que ça peut fonctionner très bien, là. Faire voir aussi qu'on n'a peut-être pas toutes les compétences. T'sais. Ça peut bien aller justement quand on fait des commissions, les rendez-vous, les soins de base, mais à partir du moment où la personne a besoin de soins un peu plus soutenus, on n'est peut-être pas la bonne personne non plus. Il faut l'accepter, ça. Il faut que le proche ou l'aider, du moins, puisse le réaliser aussi. Là. Oui. Puis, tu sais, effectivement, ce qu'on voit pour faire du pouce un peu sur le bigénération, tu sais, la société, comment que ça évolue présentement. Tu sais, là, on disait, ben on est dans un pic là, un peu au niveau de la proche aidance en raison du vieillissement de la population. Mais à moyen et long terme, la proche aidance va évoluer elle aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, les familles sont moins nombreuses. Oui. On vit plus vieux, oui, mais est-ce qu'on est plus en santé? Pas nécessairement. Fait que, il y a le fait aussi que les territoires sont plus éclatés. L'étendue du territoire, c'est un enjeu. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, effectivement. Quand on a nos parents qui sont restés en milieu ruraux, puis que nous, on est partis en ville, on ne se le cachera pas, c'est de la distance et tout ça, c'est du voyagement. Mais la prochaine danse va évoluer assurément. Vers quelle direction, selon toi? En fait, ce qu'on risque d'observer, c'est que les gens vont peut-être plus se mobiliser au niveau de leur, j'appelle ça la famille choisie, mais au niveau de leurs amis, s'organiser plus entre eux. Les familles sont moins nombreuses, il y en a qui n'ont pas d'enfants. Donc, ça va être d'identifier un peu des personnes clés qui pourront être significatives pour nous, pour pouvoir nous aider le moment venu. Ça peut être aussi de mettre un peu plus de sous de côté pour être en mesure de se payer des services pour pouvoir rester le plus longtemps possible à domicile. Parce que, évidemment, si notre réseau est plus petit, on n'aura pas le choix là, d'aller vers des services qui vont nous permettre de rester à la maison. Là. Une autre réalité. Tombé sur un article dans la presse il y a quelques semaines où je crois que c'est le gouvernement du Canada ou du Québec qui a mis en place une calculatrice pour anticiper et prévoir ces coûts-là à la retraite par rapport au vieillissement et le besoin en termes de soins, soutien à domicile et tout. C'est quand même substantiel. Donc, oui. J'imagine qu'il y a beaucoup d'éléments positifs à se rapprocher, d'avoir une communauté, de s'entraider mutuellement, ne serait-ce que pour la santé mentale, là, à la base, là, mais pour être entouré, puis les tissus sociaux. Éviter la solitude. Il y a des beaux modèles en Norvège, en Suisse qui sont mis en place depuis plusieurs années, des quartiers intergénérationnels où est-ce que les gens peuvent évoluer ensemble, les petits-enfants s'occupent des grands-parents et tout ça. Puis toute la transmission aussi des valeurs, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se perdent au fil du temps et tout ça. Fait que ça a plein de bienfaits, là. Puis les gens vivent même en meilleure santé. Plus longtemps. Oui, c'est vrai, dans les zones bleues, entre autres, c'est un des éléments qui ressort beaucoup, les endroits où la longévité est la plus élevée dans le monde. Puis je t'écoute parler, puis je trouve ça beau parce que dans notre société, le rythme effréné, le travail, la performance, les enfants, maintenant, la femme travaille de plus en plus. On est 2 personnes à travailler dans le ménage. On a moins de temps. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, l'équation ne balance pas nécessairement. Puis, ultimement, on aimerait ça, passer plus de temps avec nos proches. Puis, on est tout le temps un peu tiraillé à se dire, bon, j'aimerais ça, mais j'ai peu de temps. Puis, il y avait Jeannette Bertrand, je pense, qui disait dernièrement, la plus grande souffrance des aînés, c'est leur solitude. Que le concept de bigénération, le fait d'être à proximité physique, je me dis ça doit être une manière de joindre l'utile à l'agréable un peu et d'être en proximité constante sans avoir à ajouter nécessairement une tâche à l'agenda ou un déplacement pour voir les personnes qui te sont chères. Puis donner un coup de main devient, j'imagine, plus facile aussi quand la personne est près de toi. Oui. Ce qui est un peu triste dans tout ça, on parle de rythme effréné et tout, c'est que malheureusement, maintenant, ce qu'on constate, c'est que on va plus s'occuper de nos aînés, s'occuper de notre famille un peu par obligation.
parce qu'on manque de temps. Donc, c'est pas nécessairement aujourd'hui, je vais aller passer l'après-midi chez grand-maman, je vais aller racler son terrain ou je vais aller l'aider à faire du ménage, des choses comme ça. Le temps nous manque. Fait que c'est plus faut que j'y aille parce qu'elle sera pas capable de le faire. Donc, tu sais, la notion n'est pas la même. Tu sais, on dirait que la notion de plaisir, de liberté, qu'on a du temps disponible puis on veut le donner, c'est un peu... C'est un peu chercher le why, hein, le pourquoi, la raison fondamentale. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on s'engage ultimement dans l'approche aidance? Qu'est-ce qui... Bien, tu sais, c'est le cœur. Tu sais, on ne le cachera pas, c'est les émotions. Tu sais, parce que, je veux dire, on va se dire les vraies affaires. Là. Personne n'a envie de s'occuper de quelqu'un à temps plein. Personne n'a envie de changer les couches de ses parents. Personne n'a envie de donner un bain à sa mère. Personne n'a envie de... En même temps, ça nous attend tous et toutes potentiellement. Ben, c'est ça. Ouais. Mais après ça, pourquoi on le fait? Ben, on le fait à cause du lien affectif. On le fait parce qu'on aime la personne, on veut qu'elle soit bien. On le fait parce que cette personne l'a fait pour nous. Hein? Nos parents nous ont élevés, donc c'est le retour du balancier. Fait que c'est faux de dire que l'approche aidance, on fait ça de gaieté de cœur, puis que c'est rose, puis que c'est beau. Ben non, c'est pas vrai. Parce que ce qu'on fait, les tâches qu'on fait, c'est qu'on fait des choses pour une personne qui n'est plus capable de faire des choses par elle-même. Donc, c'est de constater que la personne qu'on aime décline. Mm-hmm. C'est de constater que la personne, ben, elle est vieillissante, puis qu'à un moment donné, ben, elle sera plus là. Fait que c'est pas beau tout ça. C'est une question, de mœurs sociales, c'est une question d'humanité, c'est une question... de sincérité, on le fait parce qu'on les aime, parce qu'on veut que la personne soit bien, mais c'est faux de penser que tout le monde rêve d'être proche aidant puis que c'est donc beau. Ça comporte plein de défis. Oui, ça a du positif. Il y a des belles histoires qu'on entend, il y a plein de positifs, mais il reste que, a priori, soyons francs, il n'y a personne qui a envie de s'occuper de quelqu'un qui est en perte d'autonomie ou qui a des problématiques de santé. On veut passer du temps avec les gens qu'on aime pendant qu'ils sont en santé et tout ça. Tu parles de belles histoires, justement. Oui, il y a des défis, mais j'imagine qu'on crée des moments aussi privilégiés avec notre proche. Ben oui, absolument. Puis je veux dire, il y a plein d'exemples qui viennent en tête, mais prenons l'exemple justement on a une personne âgée, puis qu'on accepte de lui donner son bain, bien, ce moment-là, c'est un moment d'intimité, c'est un moment de douceur, hein, on caresse avec la débarbouillette et tout ça, c'est un moment de vulnérabilité. C'est des beaux moments, ça, qui sont privilégiés. Les moments où est-ce qu'on peut prendre, on va en CHSLD, exemple, on prend notre proche avec le fauteuil roulant, on sort dehors, juste se ramener à l'essentiel, écouter le bruit des oiseaux, écouter le bruit de l'eau qui coule, écouter... C'est des moments qui sont riches, qu'on va se rappeler, puis c'est des moments qui sont si simples quand on regarde ça en bout de ligne. T'sais. Ça ramène beaucoup au sens de la vie aussi, là, l'importance de la relation, puis du contact humain. T'sais. C'est un peu pour ça aussi qu'on dit aux proches aidants, essayez d'avoir du temps pour vous, essayez de conserver du temps de qualité avec votre aidé, de ne pas être toujours dans la tâche, parce que ces beaux moments-là, ils se perdent. Si on tombe trop dans la tâche, ben on ne gardera pas les mêmes souvenirs, si on veut, de cette personne-là. Il ne faut pas oublier toute cette notion-là, notamment quand c'est un conjoint ou une conjointe qu'on s'occupe. La notion d'intimité, la notion de couple est importante. Il ne faut pas qu'on devienne juste je suis le garde-malade ou la garde-malade de cette personne-là. Continuons d'avoir des moments où est-ce qu'on se prend la main, où est-ce qu'on écoute une émission collée sur le divan, puis qu'on est juste en train d'apprécier le moment, on n'est pas dans la tâche. C'est important de garder ces notions-là d'intimité puis de moments privilégiés. Ça nous ramène au sens aussi. Hein? Ça donne du sens à ce qu'on fait. Exactement, ça donne du sens à ce qu'on fait, oui, tout à fait. Est-ce que ça arrive qu'un aidé ne veut pas se faire aider, accompagner? Oui. On a tous en tête là, des gens qu'on connaît qui sont plus dans l'orgueil puis qui veulent pas se... puis malheureusement, on voit ça plus chez les messieurs. Oui, je ne l'aurais pas dit, là. Oui, chez les messieurs, oui, il n'y a pas un étranger qui va rentrer ça dans ma maison. Ça, on le voit souvent. Ou on n'ira pas vivre chez nos enfants pour les embarrasser. Non, exactement. Puis c'est pas vrai que je vais faire racler mon terrain, puis je suis encore capable de gratter mon entrée. Puis bon, tu sais, ça, c'est toutes des affaires qu'on va voir souvent. Fait que des fois, ça devient difficile. Le proche aidant, mettons, la conjointe veut amener des services, veut avoir de l'aide et tout ça, mais l'aider ne voudra pas. Bien, c'est sûr que, oui, il y a plein de trucs, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, mais je vous dirais, à la base, la formule gagnante, là,
c'est de ne pas attendre que notre aidé soit trop en incapacité avant d'installer des services. Puis je m'explique, c'est que de commencer tranquillement avec des petites choses, ça fait en sorte que ça crée un sentiment de sécurité, de confiance. Tu sais, la méfiance prend moins, se tasse un peu. Ça fait en sorte aussi que des fois, il y a des beaux liens qui se créent aussi. Tu sais, je vais donner l'exemple, mais tu sais, ce qu'on voit surtout au niveau des personnes âgées, mais la préposée qui va faire le ménage aux 2 semaines. Puis que là, un jour, ben, on a besoin que le monsieur, il a besoin d'avoir quelqu'un pour que la madame puisse aller faire ses commissions. Fait que ça prend du répit. Ben, hop, le monsieur, il est déjà habitué qu'il y ait quelqu'un qui vient faire du ménage. Fait que là, qu'il y ait quelqu'un qui vienne passer du temps avec lui, il va moins se sentir comme quelqu'un vient me garder, quelqu'un. Tu sais, c'est moins intrusif. Il est désensibilisé. Oui, exact. C'est ça le mot que je cherchais. Il est désensibilisé. Donc, de ne pas attendre d'être trop rendu loin dans le processus avant de commencer à installer des services. Puis même des fois, ça peut être juste de dire, bon, ben regarde, je vais te laisser 2 heures avec ton frère ou ta sœur. Moi, je vais aller faire l'épicerie. C'est intéressant. Juste y aller tranquillement, tu sais, pour que la personne s'habitue que c'est pas juste moi qui va tout faire et qui va s'occuper de tout. Puis ça s'explique aussi de dire, ben on va commencer un petit peu, on va faire ça, on va installer des choses, parce que moi, j'ai à cœur de pouvoir m'occuper de toi longtemps. Puis pour faire ça, ben il faut que ce soit viable. Il faut que ce soit viable, il faut que j'aie des petits moments pour moi, il faut que je dorme bien, il faut que je me nourrisse bien, il faut que j'aie le temps de faire de l'activité physique. Fait que, tu sais, ça se nomme ces choses-là, puis ça se fait tranquillement, pas vite. Tu sais, c'est toujours, on se le cachera pas, quand on passe d'une situation à une autre, c'est toujours, l'être humain n'aime pas le changement. L'être humain est réticent au changement, tu sais. Fait que si on y va tranquillement, c'est toujours plus facilitant, plus aidant dans peu importe les situations. Concrètement, là, si tu avais à donner 4-5 trucs à la population de Saguenay-Lac-Saint-Jean pour qu'elle se prépare ultimement à être proche aidant dans différentes situations, comment on peut se préparer, hormis, disons, la discussion dont tu as fait mention à quelques reprises, pour avoir un impact positif pour notre santé, mais également pour la santé de l'aidé qu'on va accompagner? Bien, tu sais, oui, d'en parler, la communication, tu sais, c'est super important aussi, mais j'aurais le goût de dire, ben, de réfléchir avec quoi on est à l'aise. Quelles sont nos limites? Est-ce que moi, je veux me faire, mettons, laver par un proche, ou je préfère que ce soit un professionnel de la santé qui le fasse? Est-ce que moi, je veux rester à la maison le plus longtemps possible? Est-ce que j'ai les moyens de rester à la maison le plus longtemps possible? Est-ce que s'il m'arrive telle ou telle situation, c'est quoi le niveau de soins où est-ce que je veux aller? Est-ce que je veux faire un mandat de protection? Est-ce que je veux nommer quelqu'un qui va s'occuper de mes choses? Fait que ça, c'est tous des éléments qu'on devrait réfléchir. Puis, il n'y a pas d'âge pour réfléchir de ça parce que, je le disais tout à l'heure, on a souvent tendance à associer la proche aidance au vieillissement normal de la population, mais malheureusement, il y a plein d'événements qui peuvent survenir dans la vie de tous les jours qui vont faire que, du jour au lendemain, notre vie bascule. Fait que c'est important de réfléchir à ce genre de choses-là pour qu'on puisse être bien soutenu, que les personnes qui vont s'occuper de nous sachent comment je veux qu'on s'occupe de moi, de quelle façon, dans quel milieu. Donc ça, c'est tous des éléments que j'encourage les gens à réfléchir. Quitte à le coucher sur papier. Là, ben oui, absolument. Faciliter la communication, l'échange. Absolument. Puis à nos proches aidants qui sont proches aidants actuellement, qui s'occupent de quelqu'un à temps plein ou 18, 20, 25 heures par semaine, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de prendre du recul un peu puis de penser à vous, de prendre un temps de réflexion pour voir est-ce que la situation que vous vivez présentement vous convient encore? Est-ce que vous êtes encore à l'aise dans ce rôle-là? Est-ce que vous sentez des signes d'épuisement? Est-ce que vous sentez que ça pèse trop sur vos épaules? T'sais, de prendre ce recul-là, de sortir de l'action puis de réfléchir. Est-ce que je suis encore bien? Est-ce que je vais bien, moi? C'est important. Parce qu'un proche aidant peut être aidé également. Ben oui. Puis l'appui pour les proches aidants est là pour ça. Il y a plein d'organismes communautaires. Les professionnels de la santé, le CLSC est là pour ça aussi. Il en existe des services, il en existe du soutien. Ayez pas peur de le nommer, ayez pas peur de le dire, que ça va pas, que vous avez besoin d'aide. Parce que malheureusement, on le sait, c'est engorgé partout. Les yeux peuvent pas être tout le temps centrés sur la personne proche aidante. Fait qu'hésitez pas à nommer que ça va pas. Il y en a de l'aide. Fait qu'il faut pas avoir peur de le dire que
c'est pas un signe de faiblesse non plus, c'est un signe d'intelligence de dire « moi, là, j'ai besoin d'aide ». Puis de longévité, comme tu disais tout à l'heure, si tu veux pouvoir tenir le parcours, l'ultramarathon longtemps, il faut que ce soit viable, il faut que ce soit fait de façon à ce que les deux se sentent bien dans l'échange d'aide. Oui. Oui. Puis, tu sais, dites-vous que si les émotions sont tout le temps en ébullition, que vous êtes tout le temps sur le bord de pleurer, que vous vous sentez à fleur de peau, vous êtes fatigué, vous ne dormez pas bien, c'est parce que là, ça ne marche pas présentement, là. Fait qu'il faut prendre un pas de recul. Oui, il faut prendre un pas de recul, exactement. Le corps nous parle, hein? Steve, je te remercie pour ta générosité, pour l'échange de cet après-midi. On voit que tu as la mission de l'organisme L'Appui sur le cœur. Oui, bien, tu sais, je suis moi-même un proche aidant. Ça paraît. Oui, fait que j'ai beaucoup la mission à cœur. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir venir en discuter avec vous. Tu sais, les gens ont de la difficulté à comprendre ce que c'est la proche aidance. Je pense qu'on a amené des beaux éléments clés aujourd'hui. Puis je pense qu'on est en mesure de démontrer aussi que ça touche tout le monde, la proche aidance. Tout à fait. Merci beaucoup pour l'échange. J'ai fort apprécié. Merci. Merci, Steve. Pour écouter d'autres épisodes du Balado, rendez-vous sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour être à l'affût de nos dernières sorties d'épisodes.